La TVT au cœur de l'information. Une semaine de rentrée pédagogique pour permettre aux enseignants du primaire et du secondaire de mieux maîtriser les stratégies nouvelles, stratégies imposées par la crise sanitaire de l'heure. Dans cette édition, vous allez constater l'effectivité de cette rentrée. Elle a décroché son bac 2 après 50 ans d'âge. Elle a réussi son rêve pendant que beaucoup ont raccroché. Yawa Denise Menson, l'étudiante cinquantenaire, a été honorée par l'Université de Lomé. Et pourquoi? Vous le saurez dans un instant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les échos de l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan, a accordé 2 audiences ce matin au siège du Parlement. La chef de la représentation nationale a échangé en première audience avec l'ambassadeur de Chine au Togo sur le secteur prioritaire de la coopération sino-togolaise. Elle s'est ensuite entretenue avec l'ambassadeur de la République d'Égypte en fin de mission au Togo. Les 2 personnalités au sortir de l'audience se sont confiées à la presse. Leurs propos nous sont recueillis par Sandra Aziagbi. J'ai été reçu en audience par son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. À cette occasion, nous avons eu un échange très approfondi sur les relations entre nos 2 pays et aussi entre nos 2 parlements. J'ai félicité son Excellence, Madame la Présidente, de son excellent travail en qualité de Présidente de l'Assemblée, mais aussi en tant que éminente représentante de la femme togolaise. J'ai profité de cette occasion pour réitérer notre volonté d'accompagner le gouvernement, le Parlement, le peuple togolais dans la réalisation des objectifs définis dans la nouvelle feuille de route et le PNT pour faire en sorte que la coopération sino-togolaise apporte plus de bénéfices tangibles à la population. Donc le secteur social sera le secteur prioritaire de la future coopération entre nos 2 pays. J'ai eu la chance de rencontrer Madame la Présidente ce matin, premièrement pour faire mes adieux, car ma mission s'approche de sa fin ici au Togo. Et aussi vous rappeler que Madame la Présidente a effectué une visite pour l'Égypte en 2019. Donc nous avons fait le suivi de cette visite et comment relancer la coopération parlementaire entre les institutions parlementaires dans les 2 pays, et notamment la mise en œuvre de la groupe d'amitié parlementaire entre les 2 pays. Et nous avons aussi étudié la coopération technique entre l'Égypte et le Togo, et nous avons eu quelques idées dans ce domaine qui peut se réaliser pendant les prochains mois. Ils ont effectué leur rentrée pédagogique ce lundi, je vous le disais en titre. Les enseignants du primaire et du secondaire se préparent donc pour mieux encadrer les apprenants. Ces derniers, dans 8 jours exactement, reprendront le chemin des classes au titre de l'année scolaire 2020-2021. Quelle stratégie nouvelle sera appliquée pour cette rentrée ô combien particulière? Lucassi, précision. Rentrée pédagogique 2020-2021. Directeurs, proviseurs et enseignants mettent au point leur stratégie d'intervention. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat est venu leur apporter le soutien du gouvernement et surtout leur faire part des nouvelles orientations et défis à relever dans le secteur pour une éducation de qualité. Ces orientations reposent sur 3 axes. Il s'agit d'inculquer les valeurs civiques et morales aux apprenants, de réformer le système éducatif et protéger la santé des apprenants et enseignants. La nouveauté pour la rentrée 2020-2021 consistait à mettre en lumière cette rentrée pédagogique, parce que sans pédagogie, les enseignants ne seront pas à la hauteur des attentes placées en eux. Et cette rentrée pédagogique convoque 2 éléments majeurs. Renforcer
les qualités, les capacités pédagogiques de nos apprenants à travers la formation des formateurs que nous sommes actuellement en train de vivre, et de l'autre, préparer le corps enseignant à un meilleur encadrement des apprenants dans le cadre de la crise sanitaire. Il y aura de grandes réformes, notamment la réforme du système éducatif, autant institutionnel que opérationnel. Et de l'autre aussi, c'est le renforcement des capacités d'accueil de nos établissements. Il y aura une réaction du gouvernement consistant à procéder à des constructions de bâtiments scolaires pour une éducation de qualité. À 8 jours de la rentrée scolaire, tout est pratiquement prêt pour accueillir les élèves le 2 novembre prochain. Je crois que le respect des gestes barrières est désormais dans l'ADN autant des enseignants que des apprenants. Et est-ce qu'il y aura des lave-mains dans les établissements? Je vous dirais oui. Est-ce que le port du masque est obligatoire? Vous savez d'ailleurs qu'il y a un arrêté qui le rend tel. Alors, de ce point de vue, je crois que nous sommes tous armés du nécessaire pour faire cette guerre sanitaire. Et de l'autre, il y a la préoccupation majeure de comment gérer les effectifs. À ce niveau également, il y a un saut qualitatif avec l'acceptation du double flux ou de la double vacation et prendre en compte nos réalités ou nos capacités opérationnelles. Le challenge d'aujourd'hui, c'est la coalition de tous au fin d'une rentrée réussie. Dorénavant, les langues et l'informatique à travers le digital auront une place de choix dans l'éducation. L'éducation est une affaire de tous. Tous les maillons de la chaîne doivent jouer leur rôle pour un système éducatif national performant. Une exhortation du professeur Dodi Kokoroko. Pas question d'une quelconque contamination au Covid-19 dans la masse scolaire. C'est en tout cas la raison fondamentale de la rentrée pédagogique et organisationnelle des enseignants. Ces messieurs et dames ont une lourde tâche à accomplir avant le 2 novembre, la rentrée proprement dite. Il y aura une réorganisation du travail et le ministre délégué chargé de l'enseignement technique l'a rappelé cet après-midi aux enseignants. Dodo Haré, précision. En petit groupe, ces enseignants du lycée technique ont 10 heures maximum par jour pour réajuster leur programme d'enseignement avant le 2 novembre. Ceux-ci, par exemple, sont du génie civil. Ils examinent et harmonisent le contenu des cours pour les rendre plus succincts. Le contact avec les apprenants sera limité au maximum. On est en train de revoir le contenu des cours pour noter, pour faire passer l'essentiel du cours. Comme ça, on passera moins de temps avec les élèves et au même moment, ils vont obtenir l'essentiel de leur formation. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis. Donc, on est en train de travailler en commission pour cet objectif. Dans certains cas, les cours à distance seront privilégiés. Nous avons jugé de numériser des cours et une mesure barrière pour lutter contre cette pandémie. Et là, actuellement, nous sommes en pleine séance de travail et pour pouvoir harmoniser les cours dans la série F3, électrotechnique. Et donc, nous sommes les enseignants formateurs. Le gouvernement est ferme sur ses instructions. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat est allé constater l'effectivité des travaux pédagogiques. Eke Odin apprécie le travail ardu qu'abattent ses enseignants et compte sur leur professionnalisme pour une rentrée sans contamination au Covid-19. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine pédagogique. Donc, comme programmé, ils sont là pour finaliser les programmes de formation des chefs d'établissement et des formateurs sur comment gérer cette rentrée avec Covid-19. Donc, nous sommes venus porter le message d'encouragement à nos compatriotes professionnels du métier de l'éducation et de l'enseignement technique pour le travail qu'ils ont déjà commencé et demander qu'ils puissent le continuer comme ça pour une bonne rentrée scolaire et une année scolaire réussie 2020-2021 malgré la maladie de Covid-19. Le lycée technique d'Adidogomé accueille des milliers d'apprenants et donc va basculer davantage dans le système de double flux, une des mesures prises contre la propagation du Covid-19. Au-delà de la réorganisation des programmes, d'autres dispositions seront prises dans l'établissement conformément aux directives du gouvernement
pour protéger élèves et enseignants. La rentrée pédagogique a lieu sur l'ensemble du territoire national. Le constat est fait par nos équipes des régions centrales et des plateaux. Sylvain Abdou et Désiré Aloy ont fait le tour. Les acteurs du système éducatif se sont prononcés. Vous allez les entendre. Ils se disent satisfaits de cette nouvelle mesure. Une semaine pour mieux s'organiser et bien planifier les activités pédagogiques dans le contexte de la pandémie en vue du bon déroulement de l'année académique 2020-2021. Cette rentrée, communément appelée rentrée administrative, s'observe bien ici au lycée d'Agbono à Tapamé, où sont présents le personnel administratif qui déjà a commencé à faire la liste des élèves par classe pour mieux se conformer aux dispositions en vigueur. Les classes ne seront pas comme les classes d'avant, où on mettait jusqu'à 90, 100, au-delà de 100 même dans certaines classes. Aujourd'hui, on nous instruit de mettre au maximum 60 élèves pour les classes du secondaire. Donc c'est un travail minutieux que nous sommes en train de faire. Ce préparatif, c'est aussi cette concertation de 2 jours des inspecteurs, chefs d'inspection et conseillers pédagogiques pour revoir les conduites à tenir dans les établissements en vue d'une meilleure pratique dans les salles de classe en termes d'échange d'objets entre élèves enseignants et surtout mieux gérer les heures de récréation, par exemple. Il est question d'adapter nos méthodes d'enseignement à la situation. Nous allons identifier ensemble dans nos pratiques quelles sont les pratiques à risque et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la contamination, pour se protéger et rester sain et en bonne santé. L'identification de ces meilleures pratiques vont être restituées à chaque chef d'établissement pour une meilleure pratique des méthodes d'enseignement dans le contexte de la pandémie. L'autre volet concerne aussi la gestion du nombre d'effectifs dans les salles de classe. On nous a recommandé au préscolaire, par exemple, au plus 30. Est-ce que nous avons cette capacité? Si nous n'en avons pas, qu'est-ce que nous mettons en place? Alors, ils doivent faire le rapport pour la pratique de double flux, par exemple. Le double flux, c'est une disposition qui consiste à diviser la classe en 2 groupes. Un groupe vient le matin et un deuxième groupe vient l'après-midi pour le premier jour. Le deuxième jour, le groupe qui est arrivé l'après-midi vient plutôt le matin et le groupe qui avait assuré la matinée vient l'après-midi. Et c'est de façon alternée, comme ça qu'on gère, avec un emploi du temps bien revu, adapté à la circonstance. Donc, la pratique administrative de la semaine pédagogique revient au chef d'établissement de prendre toutes les dispositions idoines pour une bonne reprise de classe. Ce n'est pas à la rentrée qu'on va dire « Ah, moi, je fais quoi ?» Non. Déjà, à partir du 2 novembre, toutes les dispositions doivent être prises pour une bonne rentrée, une rentrée effective. C'est donc une manière de mieux se préparer pour bien accueillir les élèves le 2 novembre prochain, puisque cette rentrée se déroule dans un contexte particulier où le programme doit être revu et réadapté dans le contexte du Covid-19. Nous avons décidé ensemble, après une réunion, voir quels sont les niveaux que nous allons faire passer les après-midi. Superviser aussi la formation de tableaux de service et déclencher les inscriptions. Et tout ceci doit être mis au point avant le jour J pour favoriser une meilleure entrée aux élèves dans le respect des mesures barrières imposées par la pandémie. Les élèves reprennent le chemin de l'école le 2 novembre 2020 pour le compte de l'année 2020-2021. Dans un contexte de Covid-19, le gouvernement togolais a pris des dispositions. Une semaine avant, c'est la rentrée administrative et pédagogique. Dans la région centrale à Sokodé, inspecteurs, conseillers pédagogiques et autres directeurs sont en une rencontre, une réunion de cadrage afin d'échanger profondément sur les mesures nécessaires à prendre pour sécuriser les élèves dès le 2 novembre. Les mesures traitent essentiellement de la prévention de la maladie. Ce que c'est que la maladie, il faut qu'on connaisse d'abord la maladie. Et après, il s'agira des mesures barrières à adopter pour ne pas donc contracter cette maladie. Il faut se protéger donc de cette maladie. Il est
approches pédagogiques à adopter en ce moment exceptionnel pour que la maladie ne puisse pas se répandre en milieu scolaire. Échange à partager avec la base. C'est la formation du corps d'encadrement, c'est-à-dire des inspecteurs, des conseillers et des conseillers pédagogiques. Après cette formation, ils vont les dupliquer au niveau des chefs d'établissement qui, à leur tour, vont le faire au niveau des enseignants. Et à partir du 2 novembre, les élèves également seront formés donc, dans la gestion de la pandémie en milieu scolaire, notamment dans l'adoption des bonnes conditions. À la maternelle, c'est 30 par classe. Du CP1 jusqu'en classe de terminale, les élèves seront s'asseoir dans les salles de classe, mais aussi 2 par banc. C'est une réelle organisation pédagogique dans les établissements scolaires face aux difficultés liées au coronavirus. Une rentrée sécurisée s'impose donc à tous les acteurs qui veillent en amont. La semaine du 26 au 30 octobre est consacrée à la rentrée administrative et pédagogique. Les chefs d'établissements scolaires privés et publics suivent depuis ce matin une formation sur le Covid-19 et les mesures barrières. L'utilité de cette formation dans ce sujet de Luc Assis. Des responsables d'établissements scolaires publics et privés s'arment pour mieux démarrer la rentrée scolaire. Ils sont formés sur la pandémie au nouveau coronavirus, les modes de contamination, la manifestation et surtout les moyens de protection. Dans une classe du primaire ou du secondaire, l'effectif ne devrait pas dépasser 60 élèves. Les établissements sont organisés dans ce sens. Et si une salle de classe dépassait 60 élèves, ça veut dire qu'il y aura un autre travail à faire. Soit sur le double flux qu'il faille organiser pour cette classe. Et au même moment, il y a des habitudes ou des activités habituelles avant Covid dans une école ou dans une classe. Cette fois-ci, les mêmes habitudes ne seront pas prises. Avant d'aller au sport, il y a d'abord un dispositif de lave-mains qui doit obligatoirement être instauré dans chaque établissement. Et après l'activité, revenir faire le lavage des mains avant de rentrer dans la salle. Des propositions sont également formulées en plus des mesures barrières pour une protection accrue. Des dispositions sont prises selon les spécificités de chaque matière et du niveau d'études. J'enseigne au jardin d'enfants et je suis avec les tout petits. Et à notre niveau, à mon niveau, il y a les activités collectives que nous devons arrêter. Maintenant, pour l'accueil des enfants, nous devons les accueillir sans les toucher, la distanciation. Parce que à la rentrée, les enfants aiment toucher leur éducatrice et leur éducateur parce que les tout petits aiment la chaleur humaine. Donc nous allons les sensibiliser à ne pas nous toucher et entre eux, ne pas se toucher aussi pour que chacun de nous et les enfants et nous soyons épargnés de la maladie et de la contamination. Les enfants utilisent les cahiers, les gommes, les bics entre les passants. Donc pour là, il faut des conseils appropriés pour leur demander que chacun vienne à l'école avec son matériel de travail pour éviter alors des prêts, des emprunts au niveau du matériel pour éviter la contamination. C'est très important pour nous. Si chaque enfant individuellement, s'il se prête, il s'emprunte le matériel et que l'enfant est contaminé, l'autre peut aussi être contaminé également. Donc il faut beaucoup éviter ça dans la salle. Cette formation intervient à l'occasion de la rentrée pédagogique. Une fois guéris, ces chefs d'établissement iront restituer les connaissances acquises à leurs pairs. Et à ce jour, lundi 26 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2204, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1608, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 543. Le nombre de décès est de 53. Malheureusement, un nouveau décès depuis hier. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Avant la rentrée des enseignants ce jour, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques, le professionnel Komlan Dodi Kokoroko,
a appelé tous les acteurs du système éducatif à un dépassement de soi, à prendre des dispositions nécessaires conformément aux directives du gouvernement avant la rentrée des élèves le 2 novembre 2020. Le contenu du communiqué du professeur Komla Kokoroko Dodi avec Christine Petit-Kialoudé. Pour une meilleure organisation pédagogique dans les établissements scolaires pour le compte de l'année 2020-2021, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komla Dodi Kokoroko, adresse une note à l'attention des directeurs régionaux de l'éducation, des chefs d'inspection, des conseillers pédagogiques et des chefs d'établissement scolaire. La reprise des activités administratives, académiques et pédagogiques dans les établissements scolaires intervient dans un contexte difficile, particulièrement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Dans le souci de garantir une année scolaire 2020-2021 sécurisée et en tenant compte des contraintes liées au respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, notamment le respect de la distanciation physique, de nouvelles dispositions pédagogiques s'imposent aux établissements scolaires dans la gestion des effectifs d'élèves. À cet égard, et considérant les capacités d'accueil dans les salles de classe, le ministre compte sur la responsabilité et l'engagement de l'ensemble des acteurs en ce qui concerne les mesures idoines qu'il convient de prendre afin de disposer absolument les élèves à 2 par table banc avec un seuil maximal de 60 élèves par classe. Au préscolaire particulièrement, la taille maximale des salles de classe sera de 30 enfants par salle. Au-delà des effectifs de 30 enfants par salle au préscolaire et de 60 élèves par classe dans les autres niveaux d'enseignement, le double flux ou la double vocation s'applique en toute rigueur suivant le contexte de chaque établissement. Des emplois du temps aménagés permettront de couvrir les volumes horaires dus aux apprenants dans le strict respect des charges statutaires dévolues à chaque enseignant. Le ministre invite donc chaque circonscription pédagogique à faire parvenir à sa direction régionale d'attache, au plus tard le 6 novembre 2020, l'organisation pédagogique établie pour le compte de son ressort. Le ministre Dodi Kokoroko attache du prix au respect scrupuleux des directives contenues dans la présente circulaire. Elle a réalisé l'un de ses vœux les plus chers. À 51 ans, Yawa Denise Mensan a décroché son baccalauréat deuxième partie. La couturière du quartier est devenue étudiante. Une véritable leçon de vie, une bravoure que l'université de Lomé a reconnue. La cinquantenaire a été honorée ce lundi. Augustin Kossi. L'image fait le tour des réseaux sociaux depuis la proclamation des résultats du bac de Togo. À 51 ans, Yawa Denise Messan décroche son baccalauréat deuxième partie. La couturière a puisé au tréfonds d'elle-même les ressources nécessaires pour réaliser son rêve. S'arrêter en 5e ou en 4e pour faire la couture, j'ai trouvé ça que c'est pas bien, c'est peu. Je suis membre du ONG La Colombe dans laquelle toutes les femmes ont leur diplôme universitaire. Je me demande, mais Denise, est-ce que tu peux y arriver? En plus de cela, mon papa fut instituteur, ma mère institutrice également, et m'a encouragé à reprendre mes études. Avec cette détermination, elle gravit les marches de la présidence de l'université de Lomé. Dans la salle de conseil, des ovations fusent de partout. La première femme togolaise, bachelière à 51 ans, est honorée par l'université de Lomé. Ça me donne envie d'aller un peu plus loin. Mes ambitions, c'est de militer en tant que femme togolaise, parmi toutes les femmes, pour leur prouver qu'on peut tout faire dans la vie quand tu es décidé. Et également faire les études universitaires pour donner envie à d'autres femmes de le faire. Yawa Denise Messan, patronne d'atelier de couture, a repris ses études après 28 ans d'interruption. Elle a cru en elle et selon la présidence de l'université de Lomé, elle incarne la bravoure. L'université de Lomé
a rendez-vous avec le meilleur d'elle-même. Madame Messon, vous incarnez pour l'Université de Lomé les valeurs majeures qui permettent aux hommes et aux femmes de s'épanouir, notamment le courage, la bravoure et le rêve de lendemain meilleur. Le choix de cette université, le choix de cette salle n'est pas anodin. Il est le résultat d'une université qui a un parcours identique au vôtre. Le refus de la paresse et la capacité à surmonter les difficultés. Madame Messon, vous nous réconciliez avec des réformes non réalisées dans le système éducatif togolais, notamment l'idée de se former tout au long de la vie. En reconnaissant de ce courage, de cette bravoure, l'Université de Lomé décide de vous exonérer de vos frais d'inscription et d'études si vous décidez d'en être un de ces étudiants. Vous faites preuve de courage dans l'adversité et vous faites partie de ces hommes et de ces femmes qui lèvent le front devant les affronts de la vie. Madame Messon, votre place est parmi nous. J'espère vivement que les lumières de la bravoure que vous incarnez ne s'éteindront jamais dans notre université et dans notre pays. De l'atelier de couture, les portes de l'université lui sont ouvertes. Denis Messon reste un exemple pour ceux qu'on appelle les décrochés du système scolaire. Un modèle à suivre pour se réconcilier avec les études. Et Denise arriva, elle lève le front devant les affronts de la vie, et pour reprendre les mots du ministre Kokoroko. Chaque année, les cadres de l'ABINA pensent aux élèves de la préfecture. Ils réduisent les dépenses des parents en offrant des fournitures scolaires à leurs enfants. C'est encore le cas cette année. Ces cadres ont acquis des cahiers pour les distribuer aux nécessiteux. Nestor Mouzou. Un impressionnant lot de cartons contenant des cahiers réceptionnés à la préfecture de l'Abina. C'est un don destiné aux élèves démunis. Il est l'heure des cadres de cette préfecture. Les mêmes cadres ont offert au centre hospitalier préfectoral de Pagouda une ambulance. Ces deux dons ont été remis par le ministre d'État, Solitoki Manyim Esso. Cette action traduit la volonté des cadres de l'Abina de soulager les peines des populations de la préfecture. Avec nos petits frères et nos petites sœurs qui sont en train de se battre, de se défendre dans les établissements et qui manquent de moyens, qui ont besoin de soutien, il fallait vraiment faire quelque chose pour les soutenir dans ce sens et espérer qu'ils puissent être une relève, les cahiers pour les enfants, l'ambulance pour aider ceux qui sont dans les milieux les plus reculés, et pour qu'il n'y ait pas trop de soucis à transporter un malade amené en ville. Le contenu total des cartons est de 160 000 cahiers à répartir équitablement entre les communes Bina 1 et 2. Que ce soit pour les cahiers ou que ce soit pour l'ambulance, les bénéficiaires sont submergés de joie. Les cahiers qui nous sont donnés, ça va donner un plus à nos enfants, nos parents qui avaient des difficultés pour cette rentrée scolaire. Par rapport à l'ambulance, nos populations, surtout les plus reculées, quand nous prenons vraiment Sola et Boufalé, il fallait voir comment nos immédiats transportent les malades, les femmes enceintes pour l'hôpital de Pagouda. C'est très pitoyable. Au mois des pluies, au mois de la poussière. Nous voulons ici témoigner notre gratitude, notre reconnaissance à tous les cadres de l'Abinan pour l'effort consenti afin de faire en sorte que nos élèves puissent vraiment fréquenter cette année dans de meilleures conditions. Pour le ministre d'État, Solitoki Manyim Esso, cette action des cadres de l'Abina répond à l'appel du chef de l'État lancé le 1er avril au début de la pandémie du coronavirus dans le pays. Dans cet appel, le président de la République exhortait les Togolais à la solidarité pour pouvoir vaincre le mal.
Dans cette solidarité, les cadres de la BINA, individuellement ou collectivement, ont fait don de matériel de lutte contre le Covid-19 dans les différentes localités de la préfecture de la BINA, a souligné le ministre d'État. Pour cette fois-ci, les cahiers offerts vont atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus sur les bénéficiaires. Quant à l'ambulance, elle va permettre de résoudre le problème de transport des malades des zones reculées vers les centres de référence. Le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, était hier dans la région des Savanes où il a eu une séance de travail avec les médias publics représentés dans le Grand Septentrion. Il a échangé avec les journalistes de l'antenne régionale de la télévision togolaise, de l'agence togolaise de presse et de radio rurale communautaire des Savanes. Les précisions avec Chazim Nambaga. Le ministre de la Communication et des médias échange ici avec les journalistes et techniciens de la télévision togolaise, de Radio Lomé, de l'agence togolaise de presse et de la radio rurale communautaire de la région des Savanes. La rencontre, une prise de contact officielle avec le personnel relevant de son département, a permis au ministre Akoda Ayewadan de leur donner de nouvelles orientations stratégiques et opérationnelles suivant la feuille de route du gouvernement. Le ministère de la Communication et des médias est transversal. C'est un ministère qui est à cheval sur tous les autres. Nous avons en charge la politique de communication du gouvernement, ce qui nous impose notamment de faire en sorte que ce qui est réalisé soit relayé dans les meilleures conditions, de l'information la plus pertinente, la plus claire possible. Et le travail que nous avons à réaliser, c'est aujourd'hui en tout cas d'améliorer nos infrastructures de communication, de renforcer en capacité nos collaborateurs pour que ce qu'ils font déjà soit nettement amélioré. C'est dans ce souci affiché d'améliorer l'existant que le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a visité les installations de l'antenne régionale Savane de la télévision togolaise. Des bureaux au logement en passant par l'antenne de la TNT, télévision numérique terrestre, le ministre s'est imprégné de visu des réelles conditions de travail du personnel sur le terrain. Même exercice dans les studios de la radio rurale communautaire des Savanes et dans les locaux de l'agence togolaise de presse à Top Adapan. J'ai fait le tour de la TVT, de la radio rurale et de la Top. J'ai pu noter à peu près le dynamisme et l'enthousiasme avec lequel les collaborateurs travaillent au quotidien. J'ai relevé également les conditions dans lesquelles ces collaborateurs-là travaillaient. Ils n'ont pas manqué de porter à ma connaissance un certain nombre de doléances que, évidemment, je vais étudier avec mes services compétents pour voir dans quelle mesure rendre un peu plus efficace le travail qui est fait à l'intérieur de notre pays. Je voudrais les féliciter pour le travail qu'ils abattent au quotidien, notamment ou encore de façon beaucoup plus pertinente en cette période de pandémie, les rassurer de ce que le département ministériel dont j'ai la charge sera en permanence à leur côté pour améliorer ce qui est fait déjà et nous projeter plus au-delà. Cette visite du ministre qui s'inscrit dans une approche participative est très bien appréciée. Pour nous, c'est une très grande satisfaction. Très grande satisfaction parce que nous avons eu l'opportunité d'échanger avec lui, de lui dire nos préoccupations, ce qu'il faut améliorer pour que la communication puisse jouer pleinement son rôle dans le développement de notre pays. Cette prise de contact que le ministre entend inscrire dans la durée va se poursuivre dans les 5 régions économiques du Togo avec pour réelle ambition de mobiliser les femmes et les hommes des médias publics pour l'atteinte des objectifs assignés à son département, à savoir donner une visibilité accrue aux actions du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Le processus a démarré il y a environ un an, la dématérialisation des opérations douanières au port autonome de Lomé. Aujourd'hui, les choses avancent, le papier disparaît dans les procédures et tout se digitalise. Tous les acteurs de la plateforme portuaire s'y conforment et le dédouanement sans papier est devenu une réalité. La douane togolaise en pleine mutation numérique, c'est un dossier signé Augustin Kossi. De l'écosystème du commerce international, le poumon économique du Togo,
la douane en pleine transformation numérique pour un dédouanement simple, rapide, de plus en plus sans papier. Direction des opérations douanières de Lomé-Port. Ici, la dématérialisation se matérialise. Dans la mise en œuvre du plan national de développement lancé le 4 mars 2019, l'Office togolais des recettes, sous l'égide de la cellule climat des affaires, a engagé des réformes. Au nom des réformes, nous parlerons de la dématérialisation de la procédure douanière. Ces réformes visent essentiellement 3 objectifs. Il s'agit de la célérité, de la fluidité des échanges commerciaux, de la réduction de leurs coûts et de la sécurisation des marchandises. Cette dématérialisation touche tous les circuits douaniers au port autonome de Lomé, de la levée des déclarations à travers le système automatisé Sidonia à la brigade en passant par la session visite, tout se fait en ligne. Ce couloir naguère bondé est vidé de son monde et pourtant tous les trafics s'effectuent. Les documents vérifiés passent par le chef bureau de la division des opérations douanières. Après vérification de la conformité des documents, le chef bureau marque son accord. S'ensuit alors la brigade chargée des activités sur le terrain. Aujourd'hui, avec la digitalisation, les dossiers viennent sous forme de demande. Et en l'espace de 5 secondes, j'ai déjà traité tout ce que je traitais par le passé en 3 heures de temps. Voilà, j'ai là une demande de sortie de conteneur pour l'emportage d'une marchandise en ville. Voilà comment je vais le traiter. J'ai reçu le dossier, j'ai ouvert. Bon, voilà, il s'agit d'un dépotage en ville. Je réponds à l'intéressé. Alors, voilà, ici, je marque mon accord. C'est terminé. L'opérateur économique a déjà eu la réponse que son dossier est traité. Les visites à domicile sont importantes pour assurer la traçabilité des marchandises à travers la session vidéo. Lorsque le conteneur a été déchargé, l'agent qui est sur le terrain essaie de retracer toutes les marchandises contenues dans le conteneur, essaie aussi de faire le parallèle entre ce qui devait être déclaré et ce qui est déclaré. Et ensuite, cette information-là revient au niveau de l'unité, est traitée et soumise à la première autorité, donc qui est le chef de division du port, pour des dispositions légales à prendre. Nos réformes ont plus visé sécurisation et puis sûreté des marchandises. Ceci a consisté à obtenir un nouveau scanner de dernière génération permettant de procéder au contrôle non intrusif. Donc les envois sont scannés et à travers les résultats du scanning, nous arrivons maintenant à analyser les images et à pouvoir donner des réponses en ligne. Et ceci a permis également de mettre en œuvre une section visite à domicile qui permet d'accompagner l'opérateur économique et de faire alors les opérations de contrôle dans ces installations. L'administration douanière travaille avec des acteurs multiples qui sont interconnectés à travers une plateforme dématérialisée appelée guichet unique du commerce extérieur. Toutes les informations sont centralisées ici à la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur. Tout commence dès l'arrivée des marchandises où le consignataire va enregistrer son manifeste dans le guichet unique. Celui-ci ensuite est partagé entre les différents acteurs, puis tous ces acteurs qui sont connectés à la plateforme du guichet unique ont la possibilité d'échanger en même temps, immédiatement, toutes les informations afin de réduire les délais de dédouanement. En même temps, mais aussi de leur permettre de payer en un seul endroit auprès des 4 banques dédiées. Les manutentionnaires, Lomé Conteneur Terminal et Togo Terminal se mettent au pas pour faciliter les échanges. Aujourd'hui, le client entre en ligne avec le système de facturation de Togo Terminal. Il élabore lui-même sa facture, valide et le sort. Après cette facturation, sur notre système de facturation, il se tourne vers la banque et il paie directement la banque en ligne. Nous traitons uniquement
les marchandises débarquées sur le terminal ici avant la dématérialisation. Nos partenaires qui sont les déclarants en douane sont obligés d'arriver ici. Mais aujourd'hui, les échanges de documents se font électroniquement. Le déclarant, il lui reste juste d'aller à la banque, il paie et il passe chez le receveur pour prendre son bon à enlever. L'ensemble des plateformes du traitement de l'information unifiée. La douane togolaise évolue donc dans un environnement en perpétuelle mutation. Des innovations majeures qui forcent l'admiration des partenaires et renforcent la confiance. Aujourd'hui, il y a tout ce que nous faisons comme les demandes de mise à la consommation ou bien les déclarations, les levées des déclarations, tout se fait à partir de nos installations au bureau. Quelle que soit la nature de la demande de dépotage en ville, la demande de mise en entrepôt et autres. Et ça évite encore le contact physique qui facilite bien évidemment les corruptions et puis les faux frais. Et aussi, nous avons cet avantage qu'aujourd'hui, il n'y a plus encore le TL sur escorte qu'il faut payer. Avec la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur, l'introduction des documents et la signature électronique dans toute la chaîne de dédouanement, des performances remarquables ont été observées sur le délai de traitement et l'efficacité du commerce malgré la crise sanitaire au Covid-19. Le 2 octobre, le nouveau gouvernement a présenté sa politique générale et les grandes orientations ont été données. Nous avons noté 5 défis majeurs à relever à tous les niveaux. Et en ce qui nous concerne, nous avons l'obligation de la modernisation et de la digitalisation de nos procédures. Ceci nous permettra de répondre aux exigences du PND à son axe 1 qui voudrait que le port de Lomé soit un port compétitif et un hub logistique par excellence, comme le veut la plus haute autorité. Demain, comme aujourd'hui, l'ambition de l'administration douanière est claire. Dessiner de nouvelles perspectives, s'inscrire dans le futur pour faire du port autonome de Lomé un centre d'affaires par excellence dans la sous-région ouest-africaine. L'intégralité du documentaire sur la mutation numérique de la douane togolaise vous sera proposé le mercredi prochain après le JT de 20h. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.